attaques de Boko Haram n'influenceront pas le processus électoral au Nigeria, c'est ce que soutient le président de la commission électorale indépendante. « 26 morts, bilan d'une attaque à l'arme blanche perpétrée dans la ville de Beni en République démocratique du Congo, attaque attribuée aux rebelles ougandais. Les États-Unis s'impliquent davantage dans la lutte contre la propagation du virus Ebola. Ils entendent répondre de manière beaucoup plus agressive face à l'endurance du virus. Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'information sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous allons ouvrir par l'Égypte. Au moins 11 personnes ont été blessés en Égypte donc dans l'explosion de 2 bombes près d'une mosquée à Tanta dans le delta du Nil selon le ministère de la Santé cité par l'agence presse MENA. Un premier bilan avait fait état de 6 personnes blessées touchées au bras, au visage et aux jambes par des éclats. Les 2 bombes étaient posées à l'arrière de la mosquée selon un responsable de sécurité. Une troisième a été retrouvée aux environs de la mosquée et désamorcée par la police. Le ministère de l'Intérieur égyptien a indiqué sur Facebook que ces bombes avaient été posées devant un restaurant juste à côté de la mosquée. Le Nigeria pourra organiser des élections en février 2015, même si les attaques du groupe islamiste Boko Haram font obstacle au scrutin dans certaines régions du nord-est du pays. C'est en tout cas ce qu'affirme le directeur de la commission électorale indépendante. Plus de précisions dans ce reportage. Boko Haram ne fera pas obstacle aux élections qui auront lieu au Nigeria en février 2015. Parole du directeur de la commission électorale indépendante. Ataïrou Jega se dit déterminé à organiser les prochaines élections. Je veux mettre une chose au point. Ne pas faire d'élection dans un État n'aura probablement pas d'effet sur l'élection au niveau national. Interrogé sur le cas des 200 personnes poursuivies pour fraude électorale depuis 2011 sans suite concrète, le directeur de la commission électorale indépendante avoue être impuissant. Dans notre pays, la culture de l'impunité est si profondément enracinée que 200 personnes ne représentent qu'une goutte d'eau dans un océan de fraudeurs. Je vous donne un exemple simple. En ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales, il est interdit de s'inscrire plus d'une fois. À l'heure où je vous parle, nous avons la preuve que plus d'1 million de personnes s'est inscrit plusieurs fois. Mais nous n'avons simplement aucun moyen de les poursuivre. Cependant, les élections auront lieu en février 2015, rassure le directeur de la commission électorale indépendante. Toutes les dispositions seront prises, selon lui, pour une tenue à bonne date de la prochaine échéance électorale. Une information en bref sur la Côte d'Ivoire. 5 mineurs illégaux, dont des enfants, ont été tués lundi dans l'effondrement d'une mine d'or clandestine à Sakassou, dans le centre du pays, a-t-on appris hier jeudi de sources concordantes. 5 personnes sont mortes dans un éboulement qui a aussi fait au passage 4 blessés graves, a déclaré Jacob Unzi. Il est administrateur de la Société Générale Minerais, propriétaire d'un permis de recherche d'or à proximité du site de l'accident. Les victimes de nationalité burkinabé exploitaient une mine clandestine à travers l'activité de l'orpaillage, a souligné le préfet de Sakassou, déplorant au passage la régularité de ces genres d'accidents dans ce site. La Côte d'Ivoire, il faut le dire, a inauguré en début d'année sa 4e mine d'or dans le sud-est du pays, une mine donc censée faire passer la production aurifère nationale de 13 à 16 tonnes par an. Une autre information, la ville de Beni, un important carrefour commercial à l'est de la République démocratique du Congo, a été dans la nuit de mercredi à jeudi le théâtre d'une attaque à l'arme blanche, une attaque attribuée à des rebelles ougandais. On dénombre en tout 26 personnes tuées. Images et sons. 26 personnes exécutées d'un trait à l'arme blanche. L'expédition punitive dans le Nord Kivu inquiète plus d'un et remet par la même occasion en cause le discours des autorités congolaises selon lequel les rebelles de l'ADF Nalu
l'Alliance des forces démocratiques armées nationales de libération de l'Ouganda serait pratiquement défait et donc à l'agonie. Se prononçant sur le sujet, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo pour la province du Nord Kivu ne confirme pas que ce sont les rebelles en question qui sont à l'origine du crime crapuleux, mais juge les actes commis d'actes de terroristes. Les pertes en vie humaine ne concernent pas que les civils. Le corps d'un militaire a été identifié. Dans un communiqué, une source onusienne a déploré le regain d'atrocités contre des civils qui, en plus des dernières tueries, s'est accompagné du viol de plus de 50 femmes au Nord Kivu et en province orientale voisine. Et ce, dans l'intervalle d'une semaine. Quelques semaines avant l'événement tragique, la société civile dénonçait déjà une recrudescence d'attaques meurtrières des rebelles de l'ADF. À une journée de route de Goma, les attaques auraient d'abord visé des villages isolés de la région pour ensuite monter en puissance. Pourtant, en début d'année, l'armée congolaise, soutenue par la MONUSCO, les casques bleus de la mission de l'ONU, avait porté aux rebelles des coups sévères dans une opération destinée à les anéantir. Mais apparemment, ils tiennent toujours bon. La Renamo, principal parti d'opposition au Mozambique, pourrait refuser de reconnaître le résultat des élections de mercredi dernier qu'elle affirme déjà avoir gagné. C'est ce qu'affirme en tout cas son porte-parole Antonio Mushonga, alors même que les résultats connus portent sur moins d'un quart des bureaux de vote. Le porte-parole de la Renamo n'a pas indiqué sur quelle base il revendiquait la victoire dans ces élections. Son parti avait dénoncé mercredi dernier déjà des tentatives de fraude, mais il n'a pas pour autant, le parti n'a pas pour autant donné les preuves de ces allégations. Les observateurs internationaux, pour leur part, avaient noté le calme dans lequel le scrutin s'est déroulé. Ils ont signalé qu'aucun incident n'a été enregistré. 6 miliciens anti-Balaka qui refusaient d'être désarmés ont été tués hier mercredi à Bangui lors d'échanges de tirs avec des forces internationales selon la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique. On note un retour au calme depuis hier dans le pays. Aucun nouvel incident n'a en tout cas été signalé. Reportage. Aucun nouvel incident n'avait été signalé ce jeudi matin. Les échanges de tirs de ce mercredi faisaient suite à des violences, exactions et pillages perpétrés par des anti-Balaka dans la nuit précédente. Le bilan était de 4 morts, un pillard lynché par des habitants et 3 civils tués par des miliciens. Rappelons que la capitale Bangui a été secouée la semaine dernière par des violences intercommunautaires ayant fait au moins 10 morts et 47 blessés et paralysé la ville pendant plusieurs jours. Malgré les affrontements de ce mercredi, le retour à la normale se poursuivait ce jeudi matin dans une grande partie de la ville. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, accusée par ses détracteurs d'inefficacité et de corruption, a répliqué en se disant victime d'une tentative de déstabilisation. De sources de la gendarmerie, des centaines de personnes restaient bloquées ce jour à Boali, à 95 km au nord de Bangui, sur la route du Cameroun, faute d'escorte des forces internationales. Certains véhicules tentant de pénétrer dans la capitale ont été attaqués et volés par des individus armés. Direction le Mali, au moins 7 personnes ont été tuées hier après-midi lors d'affrontements près de Gao, principale ville du nord du pays, entre 2 groupes armés rivaux Touareg de la région appuyés par leurs alliés. Ces combats ont opposé le mouvement national de libération et un mouvement rival, le groupe Gatia, d'après une source militaire africaine de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Les affrontements ont duré plus de 6 heures. Le MNLA a été chassé de la localité qui est désormais contrôlée par le Gatia et ses alliés. Il y a eu au moins 7 morts dans les 2 camps et plusieurs blessés, a affirmé une source au sein de la MINUSMA. Une autre information en bref, 3 casques bleus éthiopiens de la mission conjointe ONU-Union africaine au Darfour ont été tués hier lors d'une attaque dans cette région de l'ouest du Soudan. Les casques bleus qui gardaient un puits ont été attaqués par un groupe d'individus armés à Kama, au Darfour Nord. 2 d'entre eux sont morts sur le coup et un 3e, grièvement blessé, a ensuite succombé à ses blessures alors que leurs assaillants avaient pris la fuite. Ces décès portent notamment à 61 le nombre de casques bleus de la MINUAD
tués depuis le début du déploiement de cette mission en 2007. La MUNIAD, il faut le dire, est chargée de protéger les civils et d'assurer un accès sécurisé et sans entrave à l'aide humanitaire destinée à cette région du Soudan, en proie à des violences depuis le soulèvement en 2003 de rebelles contre le pouvoir central et les élites arabes. Les violences au Darfour, il faut ajouter, ont fait au moins 300 000 morts selon l'ONU. Nous passons maintenant à Madagascar. 48 heures après la réapparition surprise de Marc Ravalomanane à Madagascar donc, et son arrestation qui s'en est suivie, sa famille a enfin de ses nouvelles. Officiellement, les autorités gardent secret son lieu de détention, mais ont toutefois autorisé son épouse à lui rendre visite. Voici les images. La résidence de l'Amirauté, village de type colonial à Diego Suarez, dans le nord de Madagascar. C'est visiblement ici que Marc Ravalomanane est confiné. Le parallèle est vite établi après une rencontre entre le Premier ministre Roger Kolo et l'ex-première dame autorisée, elle, à aller rendre visite à son époux, désormais privé de liberté. Dans les environs de la base aéronavale, en dehors de la présence des hommes assurant la garde des lieux, la vie suit son cours normal. Ravalomanane, détenu à Diego Suarez, aucun indice apparent aux yeux de la population. On m'a dit qu'il est ici, mais je ne sais pas exactement. Pas de nouvelles pour le moment. Je ne connais rien du tout à ce qui concerne la Marc Ravalomanane. Madagascar, après une longue et difficile transition, flirte à nouveau avec la crise politique. Pour de nombreux observateurs, deux options s'offrent au gouvernement. Continuer d'enfermer Marc Ravalomanane et risquer une crise propice à l'homme, ou admettre qu'il faut passer à la phase de réconciliation nationale et donc le libérer. Mais pour l'heure, personne ne peut prévoir la suite des événements. Les nouvelles du virus Ebola à présent. La ministre des Transports du Libéria a annoncé cette mise en quarantaine à la suite du décès de son chauffeur personnel atteint par ce virus. Je me suis mise en quarantaine parce que mon chauffeur me conduisait encore quand il est tombé malade. Bien que je n'ai pas eu de contact direct avec lui, je le fais par précaution, a déclaré la ministre dans un communiqué diffusé hier jeudi à Monrovia. Je resterai à l'écart pendant 21 jours, comme le recommandent les règlements médicaux sur ce virus, a-t-elle précisé. Au même moment, la plus haute responsable médicale du pays, placée en quarantaine depuis 21 jours après le décès de son adjoint mort d'Ebola également, le 25 septembre dernier, elle a repris donc le travail depuis lundi, se disant en pleine forme. Et puis le président Barack Obama a assuré mercredi que les États-Unis allaient répondre de manière beaucoup plus agressive face à la menace du virus Ebola, ceci pour éviter de nouveaux cas sur le sol américain après la contamination d'une deuxième soignante au Texas. Barack Obama a par ailleurs mis en garde la communauté internationale contre une réponse insuffisante dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par cette épidémie du virus Ebola. Reportage. Aujourd'hui, nous avons examiné exactement ce qu'il s'est passé à Dallas et la manière dont nous allons nous assurer que cela ne se reproduise pas. Et nous allons surveiller et superviser de manière beaucoup plus agressive ce qu'il s'est passé initialement à Dallas en nous assurant de tirer les leçons qui seront ensuite transmises aux hôpitaux et cliniques dans tout le pays. Il faut nous assurer que nous ne perdons pas de vue l'importance de la réaction de la communauté internationale à ce qui se déroule en Afrique de l'Ouest. J'ai une confiance absolue dans le fait que nous soyons capables d'empêcher une grave épidémie aux États-Unis, mais c'est plus difficile à garantir si cette épidémie échappe à tout contrôle en Afrique de l'Ouest. Si c'est le cas, elle se propagera dans le monde. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.